Anthony Kenéen. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors, enseignant-chercheur au laboratoire d'ingénierie des systèmes physiques et numériques, l'IPSEN au Descartes-Noir. Et on va évoquer avec vous, donc avec toi, on peut se tutoyer, on y va. On va évoquer l'intégration de la technologie dans les environnements de production flexibles et notamment pour justement compenser un peu des fois des situations de handicap. C'est ce qu'on découvre avec toi maintenant. Voilà, je vais mettre un peu plus là comme ça. Ok. Bonjour à tous. Donc Anthony Kenéen, enseignant-chercheur sur le campus de Lille depuis quelques années. Et je vais donc vous présenter un programme que nous lançons en partenariat avec l'ANR sur justement l'intégration de technologies. En effet. Alors, c'est un programme qui est à la croisée vraiment entre la technique, la partie robotique et l'organisation industrielle. Notamment dans les environnements dits flexibles, qui ont bâti la performance d'un bon nombre d'organisations en se basant sur leur capacité à se reconfigurer et à s'adapter à une variation de la demande et intégrer rapidement des nouveaux types de produits. Ce qui a permis à ces organisations de se développer, notamment, c'est l'implication des opérateurs, comme en parlait Ali, et donc le développement de leurs compétences et de leur autonomie dans leur capacité à redéfinir le système de production, toujours dans un cadre donné. Et notamment les fameux cycles Kaizen dont on parle, entre une innovation, l'introduction d'un nouveau produit, et puis de l'amélioration incrémentale, qui permet de continuer à dégager de la performance. Ce modèle fonctionne très bien. Aujourd'hui, il est même copié, répandu. Par contre, une des difficultés, c'est quand on rencontre de la main-d'œuvre en situation de handicap. Alors, soit directement des personnes qui ont un handicap de naissance ou une maladie professionnelle qui a été justement aussi peut-être générée par cet environnement. Qu'est-ce qui se passe pour ces personnes? Classiquement, ces personnes ont besoin d'un poste adapté. Donc elles vont se retrouver sur des environnements beaucoup plus figés, moins soumis à l'obligation de performance, entre guillemets, ce qui est nécessaire, mais qui de fait les exclut de ce dynamisme d'amélioration continue, d'inclusion dans un système vraiment dynamique et qui peut conduire à une forme de désocialisation professionnelle. L'idée de notre projet, c'est d'être capable de créer des binômes hommes, une personne en situation de handicap, avec un ajout technologique, en l'occurrence la robotique collaborative, pour retrouver le niveau de performance d'un opérateur dit typique. Alors, les contraintes, c'est d'être capable de trouver des solutions d'intégration de ces robots collaboratifs dans des systèmes flexibles, c'est-à-dire des systèmes qui, d'une semaine à l'autre, peuvent changer de rythme, intégrer un nouveau produit, une nouvelle variation, et tout en prenant en compte cette contrainte dite ergonomique au sens très large, sans négliger, sans contraindre la performance. Et toujours sur des temps de développement rapides qui ne sont pas les temps de développement de process usuels, qui sont des temps de reconfiguration qui fonctionnent très très bien en amélioration incrémentale. Là, il n'y a aucun souci. Par contre, dès qu'on introduit de la technique, en général, on change d'échelle de temps. Maintenant, comment développer ces stratégies en incluant l'opérateur? Simplement en se disant, c'est l'opérateur qui va développer son process de la même façon qu'il le fait sur des process manuels. Si l'opérateur est en situation de handicap, au niveau moteur, sa capacité de conceptualisation, ce qu'il a pu apprendre en amélioration continue, ce qu'il a déjà pu mettre en œuvre, cette capacité-là, elle est complètement intacte. Et c'est quel ajout de compétences va lui permettre de la réinvestir justement pour créer ce binôme avec l'aide de techniciens, mais pour créer ce binôme qui va retrouver l'efficacité. Donc aussi, c'est une démarche en termes de processus, via quelles compétences, quelles nouvelles compétences et quel nouveau processus créer pour reconcevoir des process en temps court en incluant des robots collaboratifs. Alors, il y a une espèce d'homomorphisme parce qu'en fait, la création de process, la boîte à outils Lean comme on dit, elle a des outils très naturels pour faire ça.
Alors ici, on parle de table de combinaison. C'est de la collaboration homme-machine, ce qu'on appelle JIDOKA dans le jargon. Ça fonctionne déjà très bien. Sauf que ça fonctionne très bien pour des machines dites spéciales ou dédiées. Pour un robot collaboratif, on va le voir, c'est un petit peu différent. Dans des démarches Lean, l'opérateur est prescripteur. Et pour rebondir sur ce que disait Ali, là, vraiment le premier socle du Lean, c'est l'amélioration des conditions de travail. Là, on vient sur vraiment la standardisation des conditions de travail. D'accord ? Sauf que quand il s'agit d'introduire un robot collaboratif, on n'a pas une machine dédiée, on a une machine versatile et c'est tout l'intérêt. On veut cette reconfigurabilité, sauf que l'arbre des solutions en termes de séquencement et d'allocation des tâches, il va être beaucoup plus vaste. Et là, les outils Lean, ils répondent assez mal. Le choix de solution, en première analyse, il ne peut pas être appréhendé vraiment toujours par une personne. En tout cas, pas dans du temps court. Alors, depuis plusieurs années, il y a l'optimisation algorithmique qui vient au secours de tous ces problèmes dits complexes. On a fait quelques essais déjà. Le souci, ce n'est pas l'optimisation, elle est appréhendable. C'est que les modèles qui doivent tourner derrière, ils atteignent une lourdeur qui en fait déplace la difficulté vers le paramétrage. C'est-à-dire, si je veux le niveau de détail suffisant pour que le process atteigne la performance que je souhaite, c'est-à-dire on va chercher de la seconde. On va chercher des secondes sur un process de 55-65 secondes. Les process, on va vraiment se challenger au niveau flexibilité, il nous faut la seconde. Si je veux avoir la seconde sur une résolution algorithmique avec un bon niveau de fiabilité, soit la complexité du modèle fait que j'y arrive plus, soit la quantité de données à y rentrer va faire que de toute façon, je ne vais pas pouvoir tenir mon délai. Et j'y reviendrai après, la prise d'information, elle est vraiment complexe. Donc le chemin qu'on commence à tracer, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on peut avoir comme optimisation algorithmique légère, avec les jeux de données les plus petits possibles, les paramètres et les variables les plus réduites possibles, quelques temps opérateurs, quelques niveaux de contraintes, donnés aussi par l'opérateur, pour avoir plutôt des ébauches de solutions et la finalisation, les dernières secondes à gagner, celles qui font appel à un plus gros niveau de complexité, de détail, mais qui sont les secondes les plus difficiles à gagner, celles-là, on va les laisser à l'opérateur. D'autant plus que l'opérateur en situation de handicap, il met lui-même déjà en jeu tous les jours, dans son quotidien, toutes les stratégies d'effacement et de contournement du handicap auquel il fait face. Donc on veut lui laisser cette possibilité sur la fin du process. Le gros de la construction, les algorithmes y répondent assez bien. Ils vont être capables, on l'espère, d'éviter des impasses et du temps de développement qu'on n'a pas. Et la finalisation, on laisse sur l'opérateur. Un exemple de ce qu'on a fait, alors ça c'est un modèle bioobjectif, ergonomie, puisqu'on avait des opérateurs valides, donc le handicap ne se présentait pas, et amélioration du temps de cycle, sur la base d'un assemblage complètement manuel. On a laissé l'opérateur prescripteur de solutions pour le partage des tâches, donc en gris clair, ce qu'il a affecté au robot, en noir, ce qu'il a conservé pour lui. Et on voit qu'avec quelques itérations, en fait, et la bonne injection de compétences sur ces techniques Lean, il a réussi à réduire d'à peu près 20-25% le temps d'assemblage, qui est à peu près la limite de ce qu'on peut atteindre, on pense, sur un robot collaboratif utilisé comme ça, vraiment en mode synchronisé, c'est-à-dire vraiment en espace partagé et parfois en temps partagé aussi. Voilà. Ouais. Et on a l'avantage aujourd'hui d'avoir des solutions de robotique suffisamment accessibles pour pouvoir le développer avec quelqu'un qui aura un niveau de technicien de maintenance, remplacer la solution. Voilà. Et là, on voit qu'on a un bon niveau de synchronisation. On a encore quelques secondes de robots disponibles sur lesquels on pourra encore transférer éventuellement quelques opérations, mais on a déjà en quelques itérations, on a un niveau qui est déjà assez satisfaisant. Non. Et puis une belle synchronisation des deux, on le voit sur la courbe, c'est voilà, c'est une synchronisation vraiment hyper efficace avec quelques petits changements, mais voilà, ce qu'on cherchait à éviter, par exemple, c'est de se retrouver avec un opérateur qui va attendre le robot au milieu du cycle. Ce genre de choses dans lequel on peut tomber, qui des fois en plus sont proposés par des modèles d'Optim parce que ça leur semble plus intéressant. Ce qu'on va éviter de mettre en place, parce que justement, si on a un temps d'attente opérateur,
on a un modèle qui se fige en termes d'amélioration continue. C'est-à-dire si on améliore encore les opérations, on va augmenter le temps d'attente d'opérateur au détriment du temps de cycle du process. Là, comme disait Ali, la cadence et pas la performance, ou ni la qualité. Faut prendre ses précautions. Il y a quelques règles de conception sur lesquelles on peut pas trop déroger si on veut pouvoir garantir les deux et avoir des process qui restent améliorables. Un process, si homme-robot, lui-même, il ne faut pas qu'il soit figé. Ça c'est aussi une des difficultés. Une des sorties de ce projet qu'on attend, parce qu'il y a une thèse qui va démarrer donc en septembre pour structurer cette activité, c'est vraiment créer une méthode d'intégration de technologie. Il y aura des solutions, il y aura des solutions qu'on va être capable d'intégrer en entreprise. Il faut que ça marche. Si on a une base de lean manufacturing, le seul critère de qualité et de performance, c'est le retour au réel. Sur lesquels on pourra s'appuyer, notamment pour essayer de généraliser vers d'autres types de technologies, pour d'autres formes de handicap, cognitifs, visuels. On va travailler aussi avec des laboratoires qui travaillent sur d'autres types de handicap, sur d'autres types d'inclusivité, qui me disait d'ailleurs, ton projet il sera bon le jour où on pourra faire du contrôle qualité avec des personnes qui ont des troubles de la vision. Je lui ai dit, mais c'est un peu rigolo ton truc. Il m'a dit, mais tu serais surpris de ce qu'ils arrivent à faire déjà aujourd'hui. Donc bon, on va voir. Et puis il peut y avoir un contrôle de la vision au toucher avec une sensibilité accrue sur d'autres sens, par exemple. En fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais. Ce qu'on cherche à obtenir, c'est vraiment des processus fonctionnels en milieu professionnel pour se servir de démonstrateurs. Donc on va aussi commencer à regarder dans notre réseau nos partenaires industriels pour commencer à travailler aussi avec eux pour développer ce type de solution. J'étais un petit peu rapide. Oui, alors, déjà on peut applaudir, oui, parce qu'il y avait l'élan. J'ai vu les mains. Question, ce qu'on évoquait tout à l'heure, Anthony, c'est que en fait, toutes ces recherches-là peuvent aussi avoir une application un peu plus large sur. Là, on est sur des personnes en situation de handicap ou qui doivent compenser quelque part une diminution, mais aussi on peut, dans cette souplesse de synchronisation entre la machine et l'homme, avoir plein d'autres cas de figure finalement. Oui, bien sûr, tu as raison. Ouais. Oui. Là, c'est vrai que la priorité déjà, on va dire, c'est de réparer. Oui. Réparer des situations où des personnes se retrouvent finalement exclues du grand groupe, le groupe qui a l'attention, qui on va donner des moyens pour améliorer l'outil de production, et à qui on va donner de l'autonomie. La première priorité, c'est être capable de réinclure ces personnes dans cet ensemble-là. Mais ensuite, oui, réparer, c'est bien, prévenir, c'est mieux. Et partout où il y a de la pénibilité, pouvoir faciliter le travail. Si les moyens sont présents, ce n'est pas des moyens qui sont excessivement chers. Si les moyens sont présents, c'est de les utiliser. Et après, l'idée, c'est de développer une base aussi de compétences sur l'utilisation et l'intégration des moyens qui fait que effacer un handicap, améliorer une pénibilité sur un poste en particulier, on pense qu'ils sont des déclinaisons peut-être plus ciblées, donc peut-être plus simples à mettre en œuvre que ce qu'on vise au départ. Ça peut être aussi intéressant, oui. Question, Ali. Merci Anthony. Alors, plutôt sous forme de remarques et questions. Oui. Un élément, ça veut dire la partie handicap, ça m'intéresse. Donc, nous on l'appelle la conception de système de production inclusive, donc en prenant de ça. La question que, dans les études qu'on a fait en préalable, la question que la personne, il faut qu'on l'intègre dans le travail sans penser, sans lui donner cette impression que c'est une action sociale. Son travail a vraiment une valeur ajoutée. Les gestes qu'il fait, c'est une valeur ajoutée qu'on ne peut pas le remplacer par quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on crée la motivation. Parce que si on dit que voilà, on a adapté, on a mis un robot pour t'aider parce que tu dois venir travailler au lieu de rester à la maison, on n'est pas sur le même pied. Alors,
C'est pour ça que la notion, donc c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on peut partager après ensemble, voir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est la valeur de geste de l'opérateur ou l'humain dans cet aspect-là, et surtout quand ils sont en situation de handicap. Je prends l'exemple, par exemple, l'exemple qu'on montrait, qu'on avait fait justement avec Richard sur les noyaux céramiques. Si tu regardais le patron d'entreprise, il disait mes opératrices, ils sont plus patronnes que moi parce que c'est elles qui ont la compétence, l'œil, voir où il faut penser, où il faut le faire. Et donc cet aspect de dire, c'est-à-dire que ne pas aller sur l'automatisation à outrance et de dire on le fait parce qu'il faut qu'on inclue les personnes handicapées. Mais l'exemple que tu donnais, c'est pour ça que je voulais rebondir là-dessus, par exemple sur les malvoyants, qu'ils ont d'autres sens qui développent, qui a un intérêt, pas seulement parce qu'on veut les inclure, parce qu'il y a un intérêt de les inclure en termes industriels. C'est ça qui est, je pense, le message à faire passer. Ouais. Et quand tu disais la valeur ajoutée des personnes et les compétences, dans ce projet, elle se déplace un tout petit peu. Si elle n'est pas dans le geste, parce que si elle est empêchée, la personne, elle est empêchée. Oui. Et on va pas faire comme si... C'est là. Et de toute façon, en général, c'est les premiers à bien l'accepter. En général, les personnes sur son handicap, les personnes gênées, c'est surtout les valides à côté. Oui. Ils le vivent bien. Enfin, ils le vivent, ils l'acceptent en tout cas. Mais on dit, la compétence, là, on la déplace. La reconnaissance de la compétence, on la déplace sur la capacité à concevoir le process. Et là, c'est central parce que ça, c'est une forme d'autonomie. C'est l'autonomie qui va donner de l'engagement. Oui, exact. Et c'est ça qu'on cherche aussi à leur rendre. Des opérateurs typiques ou valides sont dans un environnement dynamique sur lesquels ils sont consultés régulièrement. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait changer. On les forme pour ça. C'est plutôt valorisant comparé à des endroits où on les laisse un petit peu entre eux et en plus où c'est plutôt stigmatisant. Là, l'idée, c'est de les réintégrer entre guillemets dans le grand bain. Et ok, il faut un robot. Bah oui, il faut un robot. Mécaniquement, il faut un robot. C'est nécessaire. Mais la valeur ajoutée, c'est leur capacité à prescrire et à intégrer le robot de la meilleure façon possible, et avec toute leur ingéniosité et les compétences qu'on leur donne pour le faire de façon structurée. C'est vraiment ça qu'on veut étudier et trouver les meilleurs chemins possibles. Et après, l'acceptation des solutions algorithmiques sur lesquelles on va travailler, c'est un ensemble de points qu'on va ensuite aller analyser plus en détail. Ouais, ouais. Merci. Merci. Ah oui, non. Non, pour prolonger un peu, tu travailles effectivement sur cette intégration et cette collaboration entre l'humain et la machine. Et là, de travailler avec des personnes en situation de handicap, comme tu le disais, c'est des personnes qui doivent affiner leur stratégie d'évitement et être dans une autre façon, peut-être plus séquentielle d'aborder le travail. Est-ce que plus largement, justement, l'intégration robotique a des choses à apprendre en analysant, le travail des personnes en situation de handicap? Est-ce qu'il y a des choses où ces travaux-là, ils peuvent être réintégrés plus largement à l'intégration technologique sur laquelle tu travailles au quotidien? Ouais, c'est intéressant, c'est un grand point sur lequel on se pose pas mal de questions parce que dans les premières phases de conception, on est obligé de définir un ensemble de moyens qu'on va devoir figer. Parce que ces moyens-là, on ne va pas pouvoir les redéfinir au milieu du gué. En disant, tiens, pendant 2 semaines, il faudrait quelque chose. Si j'étudiais un nouvel effecteur, non, c'est juste pas possible. Donc là, l'idée, c'est de se dire, et finalement, quels sont peut-être les choix qui me ferment le moins de portes, quitte à se dire que le delta de performance, j'irai le chercher ailleurs que par la capacité technique des moyens que j'ai. Donc là, ça veut dire on va essayer d'avoir des méthodes frugales en termes de temps de développement, de variables à prendre en compte et de moyens techniques. Parce que c'est des choses qui vont dégager au final, au sens froidement économique du terme, peu de valeur ajoutée. D'accord. Si ce n'est de se dire qu'on va remettre des personnes dans une dynamique beaucoup plus inclusive que ce que c'était avant. Mais c'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à travailler avec des moyens, pas nécessairement limités, mais en tout cas des moyens cadrés. Et la technologie ne viendra pas faire sauter des verrous techniques ou méthodologiques. C'est-à-dire qu'il faut le réfléchir en avant, mais plus dans l'idée de ne pas se fermer de porte,
pour ensuite laisser leur champ d'autonomie plus grand sur les prescriptions d'opérateurs. Ah ouais. Donc c'est une approche d'intégration un petit peu différente en effet. Ouais. Il est reparti. Il y a de la gestion de crise à faire peut-être. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Bon, bah, merci beaucoup à toi.